Pourquoi répétons-nous parfois les mêmes schémas alors qu'on souhaite en sortir? Et si certains de nos blocages ne nous appartenaient pas vraiment? Peut-on porter inconsciemment le poids d'une histoire familiale qu'on ne connaît même pas? Pourquoi certaines peurs ou loyautés nous semblent plus fortes que notre volonté? Est-il possible qu'un événement vécu par un grand-parent influence encore nos choix aujourd'hui? Les constellations familiales intriguent, questionnent et parfois déroutent. Alors de quoi s'agit-il vraiment? Comment cela se déroule-t-il? À qui s'adresse cette approche? À travers son regard et son expérience, Karine Uri, sophro-analyste, facilitatrice en constellation familiale, enseignante en psychologie et autrice, nous fait découvrir ce sujet avec clarté et profondeur. Bonjour Karine. Bonjour. Je me réjouis de ce temps d'échange autour de ce sujet à la fois fascinant et questionnant que sont les constellations familiales. Lors d'une précédente interview, dans le cadre de la sortie du livre « Petits et grands traumatismes de la vie intra-utérine, comment s'en libérer ou les éviter », tu nous avais expliqué le fonctionnement des thérapies de sophroanalyse. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un autre pan de ton activité et néanmoins en lien, que sont les constellations familiales. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer très simplement ce que sont les constellations familiales et à quoi elles servent? Alors, les constellations familiales, c'est ce qu'on appelle, ça participe des thérapies brèves. Et il y a deux sortes de constellations familiales sur lesquelles on peut s'appuyer, soit de consteller par rapport à sa famille d'origine, soit de consteller par rapport à sa famille actuelle. Autrement dit, de dénouer des problématiques qui appartiennent soit à ses ancêtres, à ses parents, soit alors de dénouer des problématiques relationnelles dans sa famille d'origine. Alors, souvent, constellation familiale est mélangée avec l'idée préconçue, c'est que on vient avec sa famille. Pas du tout. On vient pas avec sa famille, on vient en tant que soi-même, avec sa problématique, et on constelle avec des gens qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas notre histoire, de telle sorte que ça fasse émerger les liens de loyauté, de fidélité, ou les personnes qui ont été exclues du système leur rendent leur place. Le but, c'est de faire émerger le lien, de le reconstruire et de faire circuler l'énergie jusqu'à soi. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette approche? Par hasard, j'ai commencé à faire des constellations familiales. Puis après, ça m'a interrogée parce que à l'issue de ces constellations, ça a vraiment changé quelque chose pour moi dans mon rapport à mon couple, à mes enfants et aussi à ma famille d'origine. De fait, j'ai voulu comprendre ce qui se passait, comment ça fonctionnait. Donc, je me suis inscrite à une formation qui est reliée à l'enseignement de Bert Hellinger, donc c'est un des pionniers. Et puis, je me suis entraînée 8 ans à faire des constellations et depuis, je suis facilitatrice en constellation familiale. Autrement dit, ça veut dire que j'anime des groupes. Ok. Donc, les constellations, tu en as fait un livre vraiment captivant. Quand on le commence, on ne peut plus le lâcher et ça, j'en témoigne. On a envie de connaître la suite. Le personnage principal, Paul Dayan, est un journaliste désabusé et agnostique qui, par un événement de vie, décide d'aller voir de plus près comment cela fonctionne. Il est particulièrement sceptique et juge cette approche manipulatrice à son arrivée. Tu expliques dans les propos de l'auteur que Paul reflète ton propre cheminement intérieur et les questions que tu t'es toi-même posées, ce qui pourra parler aux lecteurs curieux. Elles aideront assurément les plus cartésiens à mieux percevoir cette discipline. Est-ce que tu veux développer ce qui t'a amené à en faire un ouvrage de cette approche? Au départ, je voulais écrire quelque chose sur les constellations familiales, mais de façon théorique. Et en l'expliquant de façon théorique, j'aurais fait fi de tout ce qui, toutes les questions que je me suis posées pour accréditer cette technique, parce qu'au départ, voilà, ça n'a pas bonne réputation, on ne sait pas trop ce que c'est un peu magique. Donc j'ai fait en sorte que Paul se pose les questions très factuelles par rapport à la méthode de la constellation familiale et que petit à petit on comprenne le fonctionnement. Donc il y a vraiment des illustrations de constellation familiale avec différentes thématiques et toutes les questions qu'on peut se poser par rapport au charlatanisme soit du facilitateur, soit des gens qui viennent. On peut s'imaginer que ce sont des gens qui sont un peu barrés ou qui ont des croyances. Donc c'était vraiment important pour moi de recontextualiser dans une réalité et de montrer qu'en fait tous les gens peuvent avoir accès aux constellations familiales.
qu'il soit agnostique, qu'il soit peu importe, et que vraiment la constellation familiale amène quelque chose en plus par rapport au travail thérapeutique. Ok, merci. Alors, le livre illustre bien à quel point les constellations familiales peuvent révéler des liens invisibles au sein des familles, expliquer des schémas répétitifs, des peurs. C'est le cas de Paul Dayan, le héros, qui se retrouve à explorer son intimité et son histoire transgénérationnelle, alors qu'il pense être en maîtrise, en enquêtant et en abordant des sujets triviaux. Alors, est-ce que tu peux développer un peu quel type de problèmes ou de situations peuvent être travaillés avec cette approche des constellations familiales ? Si l'on reprend l'exemple de Paul Dayan, c'est un journaliste donc, qui vient enquêter sur les constellations familiales, mais de façon extrêmement personnelle, pour mettre en exergue que son épouse s'est faite manipuler par un gourou. Lui, à travers ses constellations familiales, va prendre conscience que son obsession de remettre à flot son journal qui est en perdition n'est qu'une obsession qui l'empêche d'aller dans la relation de couple qu'il a. Donc on a à la fois un travail qui est générationnel et à la fois un travail qui a des répercussions sur sa vie de couple. Il se rend compte à travers cette constellation que finalement, et après ses recherches, parce qu'il faut aller valider ce que l'on trouve en constellation bien entendu, que son obsession par rapport au fait de ne pas lâcher son journal vient du fait que son arrière-grand-père avait lui aussi un journal et que du coup, avec la guerre, il l'a perdu, etc. Enfin, après, je vous raconte pas l'histoire, mais que ça vient de là, que son obsession, en fait, n'est pas la sienne, mais qu'il la porte par loyauté. Une fois que ça c'est compris, que c'est posé dans le système, que son aïeul a retrouvé sa place, il peut lâcher. Une fois qu'il a compris que son comportement vis-à-vis de sa compagne n'était pas dû à l'amour qu'il avait pour elle ou à l'amour qu'elle avait pour lui, mais à son obsession qui l'empêchait d'être pleinement dans la relation, c'est pareil, il peut lâcher aussi. Donc c'est vraiment opératif. Ah, c'est vraiment passionnant. Tu dis que c'est important d'aller valider ce qu'on trouve. Oui. Du coup, comment ça se passe? Est-ce que ça prend une seule séance suffit ou est-ce qu'il en faut plusieurs? Alors, dire qu'une seule constellation suffirait, ça voudrait dire qu'il y ait des pouvoirs magiques, et il n'y en a pas. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est soit d'avoir fait un travail thérapeutique avant, puisqu'en fait, ce qui va rester, ce qui n'arrive pas à se résoudre dans un travail thérapeutique individuel, se montrera en constellation. Ou sinon, il y a des gens qui commencent par les constellations, qui prennent conscience de choses et qui vont après, à la suite de ça, faire un travail thérapeutique. Ok. Donc c'est complémentaire. C'est complémentaire, ça peut pas être une thérapie en soi. Après, aller valider, ça veut dire que c'est pas forcément d'aller voir le père ou la mère ou le grand-père, parce qu'il y en a qui sont morts en plus, et de dire voilà, est-ce qu'il s'est passé ça, est-ce qu'il s'est passé ça, mais peut-être soit de poser, d'aller faire des recherches, de poser des questions, d'aller fouiller un peu comme Paul Dayan en fait, pour valider, parce que pendant la constellation, la personne qui fait sa propre constellation ressent réellement des choses. Autrement dit, on travaille avec l'émotion, donc l'émotion est là. Mais c'est important aussi de pouvoir valider les choses de telle sorte de se dire ok, je suis pas tombée dans les bras d'un charlatan et ce à quoi j'assiste existe réellement ou a existé. Ok, très clair. Merci. Alors, pourquoi certaines difficultés et souffrances semblent se répéter d'une génération à l'autre? Alors, il n'y a pas que les difficultés ou les souffrances qui se répètent d'une génération à l'autre. Ça peut être aussi, par exemple, la peur de mettre au monde un enfant, parce que la grand-mère est morte en couche, par exemple. Donc, ce sont des choses que l'on porte, dont on ne comprend pas la signification. Et pourtant, c'est factuel dans sa vie d'aujourd'hui, on n'en comprend pas l'origine, et du coup, la constellation permet de montrer cette origine, de cette peur, de cette souffrance, d'un alcoolisme qui se répète, des tas de choses. C'est pas juste la peur et la souffrance, ça peut être aussi le fait de ne pas réussir à s'engager dans une relation. Pourquoi ? Je sais pas, parce que ma mère a été amoureuse d'un homme, on lui a empêché d'aimer cet homme, et du coup, la fille, sans savoir
ce qui s'est joué en amont pour sa mère, va répéter inconsciemment et par loyauté pour elle ce même schéma. Ça veut dire qu'on récupère des énergies et des histoires, c'est encodé. Oui, ça veut dire que ce sont des mémoires qui sont là et qui vont, alors inconsciemment, nous amener à répéter des comportements. Ok. Après, scientifiquement, c'est pas prouvé. Donc, c'est expérientiel. Vraiment, c'est pour ça qu'après, j'invite à aller valider, invalider les choses. Parce que ça ne passe pas par de la science. Oui. Et ton expérience de constellatrice observe toutes ces répétitions et ces déblocages. Exactement. Avec des thématiques et puis des lois systémiques, c'est-à-dire qu'il y a des phrases de résolution, ça vient pas du constellateur, c'est pas magique. Il y a vraiment des lois systémiques, c'est-à-dire des lois qui régissent le système, et pour débloquer le système, rendre la place à des personnes, ou alors rendre ce qui appartient à son aîné. Ça passe par des lois systémiques que le constellateur n'invente pas. Autrement dit, ça repose sur alors c'est pas scientifique, mais ça repose sur des lois. Ok, merci. Alors, le roman décrit très bien le fonctionnement d'une séance collective de constellation familiale. Elle regroupe des personnes qui ne se connaissent pas et qui vont pourtant être amenées à se lier en jouant le rôle d'un membre de la lignée de la personne qui expose sa problématique. Donc ça, c'est fascinant. Parce qu'elles ne se connaissent pas du tout. Oui. Et en fait, jouer le rôle, ça voudrait dire que c'est de l'ordre du psychodrame ou du mélodrame. Non, il n'y a pas de rôle qui est joué, puisque la personne qui est choisie, par exemple, moi je peux choisir une des personnes dans la constellation, donc un des représentants, et je vais l'investir en tant que ma grand-mère. Mais elle ne connaît pas ma grand-mère. Et ce qui est intéressant, donc on le positionne dans l'espace, et cette personne qui a été choisie, en fait, sans connaître la grand-mère, va ressentir des choses, va soit avoir les mêmes mots que la grand-mère, soit avoir des comportements qui sont identiques, alors qu'elle ne connaît pas du tout. C'est en ça qu'on ne joue pas un rôle, mais on est, je sais pas, il y a quelque chose investi, ouais, quelque chose qui passe au niveau énergétique, ou voilà, qui dépasse. Alors soit la personne peut verbaliser des choses parce que voilà, elle les sent, soit alors elle ne sent pas, mais son corps dit des choses. Et ça, c'est au constellateur de poser des questions pour valider ou invalider ses hypothèses par rapport à ce qui se joue. Mais le facilitateur, donc le constellateur, valide ou invalide toujours ses hypothèses. C'est pas lui qui a le pouvoir, c'est pas un gourou, voilà. Okay. Et valide aussi auprès de la personne qui fait sa constellation et qui assiste à tout ça. Il n'y a pas de magie. Hein. Ok. Oui, donc le rôle du constellateur est essentiel pour valider ou invalider les hypothèses. Oui, alors il y a des constellateurs qui déroulent la constellation sans valider ou invalider. Il est très important, et ça c'est gage de sérieux, de demander à chaque représentant, voilà, je vais te proposer une phrase, ok, ressens si c'est juste et dis-la à la personne qui est en face de toi. Si la personne, en tant que représentant, ne sent que c'est pas juste, elle la dit pas. Ça veut dire que l'hypothèse du constellateur, par exemple, qu'il y a une rupture de lien ou qu'il y a un lien de loyauté ou de fidélité, est fausse. Donc le facilitateur ne connaît pas la vérité, se remet en question et va émettre une autre hypothèse. Ok. Dans le livre, une des inconnues que Paul ne s'explique pas justement, c'est que des inconnus prétendent pénétrer l'histoire familiale de personnes qu'ils ne connaissent pas et donc avoir accès aux traces de génome du constellé. Donc là, c'est vraiment une histoire d'énergie et c'est la zone la plus inconnue des constellations, la plus... C'est celle qui s'explique pas et qui pourtant est là. Mais alors après, c'est pas magique. Hein. Jung parlait déjà de la mémoire collective, de tout ce que l'on porte aussi du passé. C'est pas nouveau. Les constellations familiales ne s'appuient pas sur n'importe quoi. Et pour quelqu'un qui n'a jamais participé, est-ce que tu peux... là, on a un petit peu dépeint le fonctionnement d'une constellation. Est-ce que tu peux donner les quelques étapes clés et faire un zoom sur peut-être comment faire confiance? Alors, la personne qui vient consteller
va exprimer une problématique. Le facilitateur va questionner par rapport à cette problématique de telle sorte qu'il y ait de l'émotion qui soit dans le champ. Dans le champ, ça veut dire c'est là où va se passer la constellation. Ensuite, il va choisir la personne va choisir des représentants qu'il va placer dans l'espace. Ça, c'est ce qu'il porte à l'intérieur de lui. Et puis, les représentants vont bouger, voilà, vont faire un mouvement qui leur semble juste. Et là, ce qui va se montrer, c'est ce qui se joue réellement dans le système. À partir de là, le facilitateur va émettre des hypothèses pour pouvoir comprendre s'il y a quelque chose à libérer du côté du grand-père, de la grand-mère, ou voilà, quelles sont les problématiques. Est-ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est un lien de loyauté, est-ce que c'est un lien de fidélité, est-ce que le lien est interrompu. Je donne un exemple, si je reçois quelqu'un qui veut faire sa constellation et qui a été adopté et qui n'a jamais connu ses parents biologiques, ça va être important de les poser de telle sorte que ce lien soit réintégrés, qu'ils aient leur place dans le système, parce que bien souvent les parents biologiques, on les sort du système, pour faire en sorte que cette personne soit libre après, dans son couple, d'avoir des enfants, ou après ça dépend de la problématique. Donc la problématique étant découverte, dans le système, il va falloir la résoudre. Et cette résolution passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des phrases de solution. Ensuite intervient celui qui fait sa constellation et qui va rentrer dans la constellation pour lui ressentir les choses et puis vraiment que ça soit opératif par rapport à lui. Comment éviter les gourous? C'est la question finalement, hein, comment se méfier. C'est de ressentir si c'est juste ou pas, si ce qui se montre de sa propre histoire. Est-ce que vous sentez que c'est juste ou est-ce que c'est n'importe quoi? Est-ce que le facilitateur pose vraiment des questions qui sont objectives, qui sont neutres? Est-ce qu'il prend pas l'espace et est-ce qu'il laisse les gens s'exprimer? Est-ce qu'il valide ou invalide? Ça, c'est capital. Ok, super. Merci beaucoup. Et au-delà des gourous, c'est comment aussi faire confiance aux personnes qui sont dans la constellation? Alors, bien souvent, quand on dit va choisir un représentant, par exemple pour ta mère, pour ta grand-mère, pour ton frère, ta femme, la personne va avoir tendance à aller choisir quelqu'un qui va ressembler, et ça, c'est l'écueil à ne pas faire. C'est-à-dire que, en fait, quand vous allez choisir quelqu'un, vous n'allez pas le choisir en fonction de son physique ni de son sexe, vous allez le choisir énergétiquement, vous ne savez pas pourquoi. Cette personne qui va être choisi, en fait, et c'est en ça que c'est important, et c'est aussi très riche d'être représentant et pas uniquement de faire sa constellation, cette personne qui a été choisie va se retrouver dans l'histoire aussi. C'est-à-dire que ça va faire des échos à sa propre histoire. Ça ne veut pas dire que son histoire va être résolue, mais ça veut dire que ça va éclairer des pans de son histoire, soit qu'il veut pas voir, soit dont il a conscience mais qu'il doit régler, soit alors qui sont déjà dépassés. Mais c'est toujours par expérience. On n'est jamais choisi par hasard. Alors ça peut paraître très bizarre. Et c'est, voilà, Paul, dans le roman, s'interroge sur ça parce qu'il dit c'est pas possible. Et pour autant, lui, quand il va choisir une représentante, c'est une femme qu'il n'aime pas du tout, avec laquelle, voilà, il va retrouver des parties de lui qu'il n'aime pas et qui lui renvoie en miroir ce qu'il n'aime pas de lui, ce qu'il n'a pas intégré, ce qu'il doit travailler par rapport à lui-même. Ok. Fascinant. Très bien. Merci, Karine. Et alors, en début de session, Karine, quelle est la posture, en tout cas toi, quelle est la posture que tu adoptes en tant que facilitatrice pour faire en sorte que la séance se passe bien? Est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place? Comment tu cadres? Et comment tu accompagnes aussi ces participants qui peut-être découvrent pour la première fois? Et quels sont les signes positifs pour toi qui te disent que la session est en bonne voie et que le cadre est bien posé? Alors, par rapport au cadre, avant parce que ça se passe sur une journée, au début de la journée, je vais expliquer les règles, c'est-à-dire qu'on a le droit d'accepter ou de refuser d'être choisi. Je vais expliquer le déroulé d'une constellation et puis surtout expliquer que c'est pas un mélodrame et moi, mon rôle aussi par rapport à ce cadre et durant
toute la constellation, c'est de vérifier que la personne n'est pas en train de projeter sa propre histoire en tant que représentante. Donc ça c'est capital, parce que sinon la constellation n'aboutirait pas. Alors, aboutir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une constellation peut montrer la voie à prendre, suivant le travail thérapeutique qu'on a fait. Ça peut dénouer les choses directement. Ou alors, on voit que ça fonctionne parce que la personne, elle a changé complètement d'énergie. À la fin de la journée, voilà, elle a une autre mine, elle sourit. Enfin, voilà, c'est du passé. Ou alors, ça peut prendre un petit peu de temps à se poser. Et ça, je l'explique. Après, j'ai des retours et je demande des retours, évidemment, quand la constellation n'est pas aboutie tout de suite ou qu'elle ne se résout pas tout de suite. Il y a des constellations qui n'iront pas jusqu'au bout parce que la personne ne peut pas prendre tout. Donc ça, moi, j'arrête et c'est OK, ça participe des règles. OK. Est-ce qu'il y a des expériences marquantes vécues qui illustrent pour toi la puissance de cette approche et que tu pourrais partager? Oui. Alors, je vais prendre un cas personnel. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, et c'est en ça après que c'était important pour moi de faire plein de constellations. Je n'arrivais pas à faire le deuil d'une personne. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et voilà, donc le deuil, évidemment, c'est douloureux. Quand on perd une personne qu'on aime, c'est évident. Mais ces constellations, alors plusieurs, il m'en a fallu plusieurs et pas qu'une, m'ont permis de comprendre les raisons pour lesquelles je m'accrochais encore à cette personne pour pouvoir réellement faire le deuil de cette personne, la lâcher en réalité, et pouvoir prendre pleinement ma vie en main. Ne pas être en lien de loyauté avec ce qui lui était arrivé et du coup de saboter ma propre existence. OK. Et est-ce que tu aurais une histoire sans délivrer de secrets de patient, mais d'autres histoires marquantes qui ne te concernent pas? Alors, une histoire marquante, celle qui m'a... Alors, c'était au début de mon rapport avec les constellations familiales, où j'ai été très sceptique, parce que cette histoire était un peu étrange. Il est apparu dans la constellation qu'une femme, c'était une arrière-tante, tout le monde disait qu'elle était folle. À la fin de sa vie, elle allait sur les toits de Paris, elle criait, elle hurlait, et elle était rejetée par la famille parce que c'était la folle. Et en fait, à travers cette constellation, il est apparu que cette femme avait une relation avec un soldat américain à la Libération. Ce soldat américain était noir. Elle a eu un bébé de cet homme-là, mais à l'époque, le racisme étant... Enfin, c'était inconcevable que cette femme, déjà, soit fille-mère, et qu'en plus l'enfant soit noir, et cet enfant a été tué. Cette femme-là, on l'a jamais crue, ou alors ce crime n'a pas voulu être reconnu dans le système. Une fois que ça a été sorti, que ça a été mis dans le système, c'est pas que cette femme qui était morte n'était plus folle ou n'était plus considérée comme folle, puisqu'elle était morte, et que ses parents aussi, ses sœurs aussi. Mais par contre, ça a libéré la personne qui venait faire une constellation parce qu'elle-même était bloquée et n'arrivait pas à avoir d'enfant, et avait très très peur et elle ne savait pas pourquoi. Ok, waouh. C'est bluffant. Ok. Alors, ton livre aborde ce sujet pour le grand public. Oui. Tu l'as vulgarisé à travers une histoire, donc il est vraiment accessible de tous. Qu'est-ce que tu as voulu transmettre en priorité comme message ? La priorité du message, alors moi je crois, j'ai foi dans les constellations, ça fonctionne, mais mon message principal, donc c'était de montrer comment ça fonctionnait bien sûr, mais surtout de pouvoir se poser les questions comme Paul Dayan pour ne pas aller vers n'importe qui, ne pas faire n'importe quoi, ne pas croire n'importe quoi. C'est ça en fait, c'est garder votre discernement. Quand vous allez faire un travail comme ça, ou vous en remettez à quelqu'un, posez-vous les mêmes questions que Paul, observez,
faites-vous votre propre opinion et ne prenez pas n'importe quoi de la part de n'importe qui. Ouais, Gardez votre discernement. Les inductions sont d'autant plus possibles dans... Exactement. Ouais. Donc, gardez toujours votre discernement, posez-vous des questions rationnelles et voilà, ne tombez pas dans le piège, il y en a quand même. Ah, c'est très important à passer comme message. Et enfin, pour une personne curieuse mais novice, par quoi est-ce que tu recommanderais de commencer pour explorer sa famille et ses liens invisibles? Alors, ce que je conseille aux personnes qui viennent me voir quand ils n'en ont jamais fait, c'est de s'inscrire, non pas pour faire sa propre constellation, mais en tant que représentant. C'est-à-dire que d'expérimenter de l'intérieur, sans toucher à son histoire, mais ce que ça vient percuter de sa propre histoire. Et là, la personne pourra, du coup, en vivant ces choses-là, qui ne lui appartiennent pas et pourtant qui viennent percuter son histoire, se rendre compte en fait que c'est pas le berlu, c'est pas n'importe quoi. Mais déjà, moi, j'invite à passer par là pour tester le facilitateur, le constellateur, pour tester, voilà, savoir que le cadre est sécure, tout ça. Et puis aussi parce que ça permet d'avoir un premier pas qui permet de valider ou d'invalider si la technique fonctionne et si c'est la bonne technique pour soi. Parce que ça remue, hein, c'est émotionnellement, ça remue. Ouais, faut l'avoir en tête pour se mettre dans l'état d'esprit d'accueillir, d'absorber. Oui, alors c'est après on laisse pas partir les gens en disant mais voilà, vous avez votre paquet, au revoir. Non, il faut que la personne soit suivie, si tel est le cas, qu'elle ait été suivie, et puis il y a toujours un débriefing, on laisse pas à la fin de la journée, on laisse pas partir les personnes s'il y a quoi que ce soit, hein, bien entendu. C'est pas... Donc ça fait partie aussi des signaux positifs d'un cadre bien posé. Ah bah oui. Ouais. Ok. Merci beaucoup Karine. Je crois que c'était vraiment un moment riche d'informations, vraiment transparent sur la technique. Donc le livre est une merveille avec des personnages passionnants, très différents, que j'ai trouvé attachants. Donc je ne peux que le conseiller, à la fois un roman et l'occasion de découvrir cette discipline de plus en plus connue. Donc merci à toi. Merci. Et procurez-vous le livre.